Bonjour, le sujet c'est l'orientation tout au long de la vie. L'orientation tout au long de la vie est un geste professionnel, un acte singulier entre un professionnel en charge d'accompagner un public, quel que soit son statut, demandeur d'emploi, actif, salarié. Et dans cet acte singulier, il convient d'outiller, d'appareiller les individus pour qu'ils soient en capacité d'intégrer dans leur parcours professionnel cette compétence tout au long de la vie d'effectuer des choix professionnels en fonction de l'évolution du marché du travail, mais également bien sûr de leurs projets personnels. Mais l'orientation, au-delà de ce geste professionnel, est aussi un acte de management, un acte qui relève de la stratégie des institutions qui sont en charge d'accompagner la ressource humaine sur les questions d'orientation. On a bien évidemment des partenariats à tisser et les responsables d'agences, les responsables d'équipes sont en situation au sein d'un SPE, service public de l'emploi, au sein d'un service public de l'orientation, au sein d'un certain nombre d'instances où il convient de montrer en quoi Pôle emploi est un contributeur de la problématique de l'orientation en complément des actions que mène Pôle emploi en matière d'accès et retour à l'emploi, mais aussi de contributeur au développement économique, puisque la question de l'orientation est vraisemblablement demain, mais déjà aujourd'hui, un acte transversal qui permet de désegmenter les politiques publiques et de contribuer au développement économique et social des territoires sur lesquels Pôle emploi intervient. L'orientation est un construit de l'histoire, mais sur une histoire relativement courte. On est sur un espace-temps qui est beaucoup plus court que la construction des politiques emploi, des politiques de formation. Mais malgré tout, là où nous en sommes est déjà le fruit d'un certain nombre de réflexions qui donnent déjà un élément cohérent qu'il convient de souligner. Alors l'histoire commence de l'autre côté de l'Atlantique, Boston du Parti démocrate, du Tea Party de l'époque, hein, avec l'idée qu'il fallait lutter contre le déterminisme social. Et donc on voit apparaître en 1908 le premier bureau de l'orientation. Donc c'est intéressant, ça s'inscrit dans l'esprit de la Constitution des États-Unis avec les différents amendements sur le poids de la personne et tout l'intérêt qu'il convient d'attacher à l'égalité des chances. Puis ensuite, très vite, on bascule avec Lisbonne, faire de l'Europe l'économie la plus compétitive de la connaissance, et qu'à ce titre-là, la question de l'orientation prend ses lettres de noblesse. Bon, vous voyez, il s'est passé un siècle, ce qui veut dire que dans ce siècle, bien évidemment, il y a eu des pratiques en matière d'orientation, mais il n'y a pas eu vraiment du côté européen de politique publique dans ce cadre-là. Donc le premier acte politique sur la question de l'orientation en France, c'est de la volonté de la société civile organisée. C'est le Conseil économique et social qui, en 2007, produit un rapport sur la sécurisation des parcours en disant nous avons les outils, nous avons les méthodes, mais il faut un service public qui soit moins curatif, plus préventif, plus sur la gestion des parcours. Dès 2007, cette question est posée. Elle est reposée dans la loi du 13 février 2008 portant le renouveau du service public, la réforme du service public avec la création de Pôle emploi à l'intérieur duquel l'orientation devient une des missions du nouvel opérateur. Et puis ensuite, nous avons les partenaires sociaux qui s'emparent de ce sujet, notamment dans le cadre de la sécurisation de l'emploi avec l'accord national interprofessionnel de janvier 2013 qui a donné lieu à la loi du 14 janvier qui précise notamment un certain nombre de dispositifs tels que le compte professionnel formation qui réforme le droit individuel à la formation. Nous rentrons dans des droits attachés à la personne et non plus des droits attachés au statut, ce qui veut dire qu'on capitalise un certain nombre de droits permettant de se plonger dans une dynamique de parcours professionnel avec effectivement l'idée qu'il y ait un conseil en évolution professionnelle qui permettent à tout à chacun de se situer dans son parcours de vie. Alors c'est un intérêt très récent, puisqu'on peut le dater en France. La première loi qui réglemente la question de l'orientation tout au long de la vie est une loi du 24 novembre 2009 qui a été promulguée suite à 2 accords nationaux interprofessionnels signés entre partenaires sociaux en 2008, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'avant, bien évidemment, la promulgation de cette loi, il n'existait pas des pratiques professionnelles importantes auprès des différents orientateurs,
qu'on retrouvait bien sûr à l'Agence nationale pour l'emploi, aussi au sein de la sphère de l'éducation nationale, dans les CIO, dans les missions locales également, à l'AFPA bien sûr. On a aussi des personnes qui étaient en charge de l'orientation dans les réseaux spécialisés, notamment à l'égard du handicap. Mais là, on a une loi qui fait système et qui appréhende l'orientation tout au long de la vie, avec la volonté effectivement d'éviter les logiques silos, les logiques de cloisonnement entre les différents dispositifs, pour que l'individu, le citoyen, le demandeur d'emploi, le salarié, puisse effectivement trouver des compétences de généralistes susceptibles de l'accompagner dans cette question d'orientation tout au long de la vie. Alors pourquoi les politiques publiques s'occupe-t-elle aujourd'hui de l'orientation tout au long de la vie alors qu'il existait des pratiques? Déjà pour éviter cette segmentation, mais aussi en considérant que l'orientation est un facteur discriminant et de discrimination positive par rapport aux enjeux de compétitivité quand on a une population, une ressource humaine qui est bien orientée, orientée tout au long de la vie avec les évolutions et les transitions nécessaires dans le cadre des évolutions économiques. Effectivement, on a une ressource humaine qui est en capacité effectivement de répondre aux enjeux de compétitivité. Oui, alors ça peut paraître surprenant d'associer aussi fortement la question de l'orientation à l'approche économique. Alors peut-être deux petites précisions qui sont utiles pour bien appréhender le caractère fortement économique de cette notion. Tout ça nous renvoie à la question de la compétitivité. Qu'est-ce qui fait qu'un territoire, qu'une nation, qu'un pays est compétitif? Les économistes se partagent entre deux types d'approches. Il y a des économistes qui pensent que la compétitivité se joue par les coûts, par la réduction des coûts, la réduction du coût du travail notamment, et de créer les conditions par des exonérations de charges sociales, fiscales, etc., de permettre effectivement à un pays d'être compétitif. Et une autre école, plutôt d'obédience keynésienne, qui considère qu'effectivement la question de la compétitivité est une question hors coût. Pour être compétitif, il faut innover, faire des expérimentations sociales, économiques, investir dans la recherche et le développement, investir dans la formation et investir effectivement dans le capital humain, investir dans la sécurisation des parcours pour permettre effectivement à tout un chacun de contribuer à la montée en charge dans la gamme de valeurs et créer de la valeur ajoutée en sachant que la compétitivité par les seuls coûts est une compétitivité qui peut être perdue quand on considère effectivement le coût du travail dans un certain nombre de pays émergents, notamment les BRIC d'une manière générale. Donc il y a bien un enjeu de combinaison qualitative des facteurs de production, de l'investissement en recherche, en machines, en outils, en nouvelles technologies, mais il y a aussi un investissement dans la ressource humaine qu'il faut réaliser, et l'orientation s'inscrit dans cette démarche d'orientation. D'ailleurs, il est indiqué dans la prochaine loi sur la formation professionnelle, qui est en seconde lecture à l'Assemblée nationale, à l'heure où je parle, où il est précisé que les entreprises en France, au-delà de ce qui était notre modèle, une obligation de financer la formation, elles auront une obligation de résultat, une obligation d'investissement. On considère qu'effectivement, la question de la formation et de l'orientation est devenue effectivement un investissement essentiel pour permettre effectivement d'entrer dans une économie compétitive. Oui, l'orientation tout au long de la vie n'est pas qu'une question économique. Elle renvoie à un jeu d'acteurs tout à fait particulier dans la régulation qui est la nôtre en France, puisque nous avons une place très importante des partenaires sociaux qui sont très importants sur les problématiques de formation professionnelle. Hein. C'est eux qui gèrent les principaux budgets avec leurs appareils paritaires de collecte agréés qui représentent pas loin de entre 30-35 milliards d'euros annuels de collecte. Nous avons également, bien évidemment, le budget de l'État, donc la responsabilité de l'État avec les directs hein, qui interviennent aussi sur ces questions. Nous avons également les collectivités territoriales. Nous parlons certainement tout à l'heure de l'acte 3 de décentralisation. Les collectivités territoriales sont très impliquées dans les dynamiques d'orientation et de formation, mais nous avons aussi
la société civile qui est impliquée dans ces questions, notamment on peut citer un des grands rapports du Conseil économique et social, qui est la troisième chambre constitutionnelle, qui a publié un rapport sur la sécurisation des parcours en faisant sien de ces préoccupations. Donc on a un jeu social très important sur les questions d'orientation qui mobilise ce qu'on appelle un quadripartisme, hein, donc les organisations patronales, les organisations syndicales, les collectivités territoriales et bien évidemment les représentants de l'État, la directe, mais aussi bien sûr l'éducation nationale. Et ces instances se regroupent aujourd'hui au sein d'un comité de coordination régionale emploi-formation professionnelle que la loi actuelle sur la formation professionnelle va appeler le CREFOP, qui va être ce lieu de régulation de ce jeu d'acteurs à quatre pour décider des orientations qu'il convient de donner à l'orientation, à la formation, dans le cadre d'un espace régional de concertation où les partenaires sociaux ont aussi toute leur place à jouer. Sur la question sociale, cela nous renvoie à la production normative dans notre pays. Nous accumulons plusieurs modèles de régulation, donc la régulation par l'État, qu'on appelle le modèle beveridgien, c'est-à-dire le modèle keynésien, de l'intervention de l'État par le déficit budgétaire qui intervient, qui donne des orientations, le modèle de la régulation par les partenaires sociaux, qu'on appelle le modèle bismarckien, le modèle allemand. Et notre modèle de construction de la norme sociale, c'est le gouvernement qui donne une feuille de route aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux négocient un accord national interprofessionnel, dont un certain nombre sur l'orientation et la formation dans les années tout à fait récentes. Et ensuite, le législateur reprend la main sur les contenus d'un accord national interprofessionnel et légifère et fait entrer dans le droit et au sein du Code du travail l'ordre public social négocié par les partenaires sociaux qui devient effectivement la norme sociale qui s'impose à l'ensemble des parties prenantes de notre nation. C'est une évolution très sensible, la prise en compte de l'individu dans son parcours, et ça interpelle forcément les acteurs en charge de l'intermédiation sur le marché du travail, qui traditionnellement étaient confrontés à faire une adéquation entre une offre et une demande. Là, on est plutôt dans des logiques de dynamique, voire de prospective également. L'idée, c'est d'être en capacité de se projeter dans l'évolution des métiers, des compétences. Et donc, on attend évidemment de l'individu qui sont en capacité de prendre le temps, de choisir les voies et les moyens pour monter en charge dans son parcours professionnel. Et il est légitimement en attente de la part des services publics de trouver tout dispositif lui permettant de se poser, faire un bilan de carrière, un bilan de compétences, se former peut-être éventuellement lors de périodes un peu difficiles pour essayer d'acquérir de nouvelles compétences face à des nouveaux métiers qui peuvent arriver. Donc on attend de l'individu qu'il soit dans cette problématique permanente de conserver son employabilité. Alors c'est certain que la responsabilité incombe en premier chef à l'employeur d'assurer l'employabilité de ses salariés. Il importe aussi aux acteurs publics, du service public, d'assurer l'employabilité de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Mais il y a une responsabilité aussi individuelle de tout individu, quel que soit son âge, de se poser la question de son parcours professionnel d'une manière générale. Donc on voit bien qu'on passe sur des logiques très fortes d'accompagnement des parcours où les individus doivent être en capacité de se former à la prise en compte de leur évolution possible de carrière. Ça veut dire connaître l'état du marché du travail, connaître les compétences qui sont les leurs aujourd'hui, pour essayer effectivement de se projeter dans un avenir et dépasser les logiques de court terme qui sévissent sur un marché comme le marché du travail entre une offre et une demande. D'ailleurs, à cet effet, il est important de voir que la régulation sur le marché du travail, quand on a 5 millions de chômeurs et 300 000 offres d'emploi non satisfaites, qu'il faut conserver l'employabilité de toute la population active pour qu'en cas de reprise, de croissance, nous puissions avoir une ressource humaine qui ne soit pas usée, abîmée par des temps de chômage très importants où on perd de son employabilité, on perd de son capital humain. Le territoire a un rôle très, très important sur la question de l'orientation, de la formation. Plus généralement, le territoire a un rôle très structurant
pour l'ensemble des politiques qui sont mises en œuvre. D'ailleurs, on parle à cet effet de territorialisation des politiques publiques. C'est d'ailleurs inscrit dans Pôle emploi 2015 comme étant un des axes stratégiques importants, avec l'idée que les directeurs d'agence sont en responsabilité d'élaborer un diagnostic socio-économique de leur territoire, d'ailleurs pas axé sur la simple adéquation offre-demande et accès au retour à l'emploi, donc un diagnostic socio-économique pour voir en quoi le territoire peut être une opportunité pour penser projet de développement, pour penser, alors projet de développement économique des territoires, mais aussi projet de développement des compétences des habitants qui sont sur un territoire. Tout ça renvoie à l'idée que dans les diagnostics de territoire, des diagnostics socio-économiques, il faut faire un diagnostic plutôt prospectiviste aussi, pour essayer de voir les emplois de demain qui seront porteurs sur les territoires, pour permettre effectivement d'accompagner la ressource humaine dans les transitions professionnelles, dans les mobilités d'une manière générale. La question qui reste posée, c'est que si on considère que la macroéconomie a peut-être moins d'importance qu'elle ne l'avait pendant les 30 Glorieuses, où on savait de manière déterministe corréler un taux de croissance avec un taux de création d'emplois, on voit bien que nous sommes en situation d'inégalité sur les territoires. Il y a des territoires qui, même dans un contexte de crise économique mondiale que nous traversons, qui savent faire la différence parce qu'ils sont dotés de projets de développement, ils sont dotés d'acteurs qui jouent le jeu autour d'une table, qui constituent un espace public susceptible de se projeter et d'imaginer les ressources à mobiliser au service effectivement d'une création de richesse. Donc effectivement, il conviendra, et d'ailleurs c'est toute la prochaine loi sur l'égalité des territoires, de vérifier à ce que les territoires où ces situations, où ces dynamiques n'existent pas,